que c'est important. D'accord. Donc, bienvenue à cette rencontre d'un livre au coin du feu. Donc, cette fois-ci, ça sera avec Lorraine Malka, parce que Lorraine est quelqu'un de... C'est un couteau suisse, en fait. C'est une femme de la Renaissance qui touche à tous les domaines, qui touche au journalisme, à la philosophie, au documentaire, à la télévision, aux chroniques. Et pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et d'extrêmement versatile qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours entraîné, qui m'a toujours donné de la lumière, en fait. Et je voulais partager avec vous son parcours et aussi mettre en lumière quelqu'un qui passe sa vie à mettre les autres en lumière. Donc, j'avais envie de recueillir sa parole à elle plutôt que sans qu'elle se cache derrière les autres, en fait. Parce qu'elle a toujours une manière de se raconter à travers les autres qui est très fourbe, finalement. Et, euh, et j'ai demandé à l'une de tes amies qui aurait voulu être là ce soir, mais qui n'a pas pu, voilà, mais qui m'a tout de même envoyé un mot et un petit portrait de toi. Donc, c'est Marie-Eugène, Oh, à qui je vais prêter ma voix et je vais essayer de lire son mot le plus fidèlement oh possible. là là. Parce Oh, qu'elle a dit exactement ce que je voulais dire. Donc, voilà. C'est l'être le plus généreux, solaire, spirituel et drôle que je connaisse. Elle a une qualité d'écoute hors norme, du piquant, toujours un mot pour rattacher les petites histoires, des concepts qui vous donnent le sentiment d'être un peu exceptionnel. Elle capte hyper vite les gens. C'est aussi une imitatrice hors pair. Ça, il faudra qu'on en parle. Et surtout, elle est érudite et n'écrase jamais personne de son savoir. Ne s'impose aucun carcan. Sa porte est toujours ouverte pour les petits tracas ou les grands échanges, alors que c'est une bosseuse invétérée qui dort peu et passe son existence à nourrir sa curiosité insatiable. Ben voilà, moi, j'aurais pas de bon, limite. bah voilà. Non, mais c'est bien d'avoir ta nécro de ton vivant, comme ça, c'est fait. Ah ouais, là, dis donc. Et, euh, et puis bah, maintenant, bah, je vais passer la parole à Charlotte parce qu'on a envie de faire ton portrait chinois. Ça fait pas mal, t'en fais pas. Voilà, après les jolis mots de Marie. Ouais. Merci. Avant de plonger dans ton parcours, voilà un petit exercice que j'aime beaucoup, sans préparation. Si tu étais un endroit, Rome. si tu étais une voix, Une voix. La voix de mon père. si tu Mon étais père a une, une très belle voix. Il faut expliquer ou c'est pas la peine? Non, j'explique pas. Non, tu n'es pas obligé. D'accord. Une couleur, Le rouge. un personnage de roman, Emma Bovary. et un mot. C'est pas gay, mais un mot interprété. Et 3 mots pour définir. Alors, si c'est pas ton parcours, parce que ça fait un peu 3 mots pour résumer ta vie, ce qui est quand même compliqué, tout au moins ta vocation. Pourquoi aujourd'hui t'en es là? Si tu avais besoin de 3 mots qui te caractérisent sur cette question-là. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Partage, cœur, oh là là, c'est difficile, hein. Tourmente. Pas mal, pas mal. Alors, avant d'aller sur le rapport à l'écriture, qui après va être aussi développé par Nicolas, on avait envie de questionner la place de la lecture dans ta vie, parce qu'il nous semble aussi que la lecture est sans doute le point d'entrée vers l'écriture. On sait, parce que tu l'as dit notamment dans une émission, que tu te considérais comme cancre à l'école, qu'en tout cas le système scolaire faisait que n'était pas pour toi.
Quelle approche tu as eu de la lecture et à quel moment ça a pris la place que ça occupe aujourd'hui? Euh, ça a été vraiment, enfin, je sais pas que je me considérais comme cancre, c'est que j'étais vraiment considérée comme cancre. C'est plus ça, en fait, parce que moi ça m'allait très bien, hein. J'étais pas forcément malheureuse en étant mauvaise à l'école, mais j'étais très enfin, déconsidérée par les professeurs et parce que je n'y arrivais pas. Et, euh, et j'avais effectivement, ça faisait partie de mes difficultés, j'avais énormément de mal à me concentrer sur la lecture. J'avais du mal à lire jusqu'au bout, même si j'y prenais énormément de plaisir une fois que j'y arrivais. C'était c'était un effort. Et en fait, j'ai toujours aujourd'hui quelque chose que je ressens pas, par exemple, quand je discute avec toi, Charlotte, ou avec toi, Nico. J'ai l'impression que enfin, j'ai l'impression que je partage ça avec peu de gens, mais j'ai toujours une appréhension immense, en fait, à l'abord d'un livre. C'est toujours quelque chose qui m'apparaît comme une montagne à gravir, en fait. C'est toujours très... voilà, c'est toujours assez enfin, rempli d'appréhension pour moi. Et à quel moment, par contre, ça a commencé à occuper une place importante dans ma vie, je pense que ça date. En fait, il y a beaucoup de choses qui datent de l'époque enfin, de la découverte de la philo, en fait. De ce moment où j'ai commencé à aimer profondément, à avoir l'impression que les auteurs pouvaient, enfin, que certains écrivains pouvaient s'adresser à moi, que ce soit des philosophes ou des romanciers, mais que j'ai attrapé par le biais de la philo, parce que comme j'avais découvert cet immense champ de possibilités, de réflexion, de partage avec des livres qui étaient la philo, j'ai commencé à l'éprouver aussi dans les autres matières, en fait. Je parle de matière parce qu'à l'époque, c'était surtout comme ça que je voyais les choses. Mais du coup, voilà, enfin, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir voilà, Saint-Augustin qui me parlait, qui parlait exactement. J'avais l'impression, en fait, qui, je me disais, moi aussi, j'aurais pu écrire ça, en fait. Vraiment, mais exactement ça. Ça ressemble à mes carnets, quoi. Ça ressemble à ce que j'écris. Enfin, c'est monstrueusement prétentieux ce que je dis, mais c'est exactement ce que je ressentais. Et en fait, aujourd'hui encore, à chaque fois que je prends du plaisir à lire, c'est quand quand je suis frustrée de ne pas avoir écrit ce que c'est. En fait, voilà, moi, j'aime écrire, quoi. C'est ça que j'aime dans la vie. Donc, à chaque fois que je prends un plaisir, que je ressens ce vertige incroyable de la lecture, c'est quand j'ai l'impression d'écrire ce que je suis en train de lire, que j'ai une frustration immense à ne pas l'avoir écrit. Et ce rapport à l'écriture, tu l'as eu Ah, ça, c'est venu, ça a toujours été là. Ça, par contre, ça a absolument toujours été là. Ah, Charlotte, Est-ce qu'il n'y a que moi qui vois Charlotte immobilisée? Ah non, c'est bon. Elle est revenue. C'est bon. L'écriture, par contre, toujours. J'ai toujours écrit. J'écris depuis que j'ai 7 ans, j'ai des carnets. Enfin, mes premiers carnets, je les ai ici, je les garde comme de précieux petits objets. J'écris pratiquement tous les jours dans un journal intime depuis que je suis minuscule. Donc, c'était pas forcément passionnant à 7 ans, c'était des histoires. Mais en même temps, je trouve quand même que, bizarrement, enfin, voilà, c'est ce que vous me faites passer là, c'est l'épreuve forcée de l'auto-congratulation. Hein, mais quand j'avais enfin, quand je relis mes carnets d'enfance, je trouve que ça ressemble un peu à de la philo. Je rejoins des vrais questionnements philosophiques hein, en étant petite. C'était pas seulement des trucs aujourd'hui j'ai joué avec un tel, etc. Je me posais vraiment des questions et j'avais besoin de les écrire parce que j'avais l'impression que j'avais bien compris que en traversant cette temporalité très spéciale de l'écriture, en fermant la porte de ma chambre et en m'isolant pour écrire, j'allais plus loin dans les questions et je réussissais à faire émerger des choses qui naissaient pas toutes seules dans mon esprit si j'écrivais pas en fait. Donc en fait, il y a eu une évidence d'écriture
tu savais que, une vocation ou une évidence que tu allais en faire ton activité, en fait. Bah oui, en même temps, je sais toujours. Enfin, est-ce que je sais aujourd'hui que j'en fais mon activité? Ce qui est un peu bizarre, c'est que en fait, ce qui me plaît là-dedans, et ce qui continue vraiment à me réjouir et à m'emmener très loin aujourd'hui, c'est vraiment ce que je décris là, c'est-à-dire ce moment où après avoir fait des rencontres, par exemple, très fortes à travers la lecture ou à travers des rencontres humaines, je m'isole et j'écris. Et là, je pousse plus loin les rencontres que j'ai pu faire. Et du coup, j'ai pas vraiment de sujet, en fait. J'ai ce bonheur-là de lire et de lire, de rencontrer des gens et ensuite d'écrire ce qui m'est arrivé à travers tout ça. Et donc, ma difficulté à moi, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, de savoir, et c'est pour ça que je rigolais avec Nicolas en lui disant, si tu comprends quelque chose à mon parcours, il faudra m'expliquer, parce que en fait, j'ai jamais compris exactement où il fallait que j'aille avec cette écriture. Je sais juste que je suis guidée par ça. C'est ça voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que je vais réussir à faire jaillir voilà, dans l'écriture de ce que j'ai pu traverser dans les rencontres. Il y a une phrase que tu cites au début du goût de la philosophie, qui est de Lévinas, je crois, et qui dit que la philosophie est une poussée de l'âme. Et je me dis que l'écriture, c'est le supplément d'âme qui manque à la vie, ou c'est les choses qu'on a envie de souligner, c'est les choses qu'on a envie d'aimer ou de prolonger. Et c'est ce que tu décris là, finalement, c'est cette poussée de l'âme-là, en fait. C'est beau, ouais, c'est complètement ça. Je sais qu'on partage, toi et moi, Nicolas, ce même... En fait, quand j'ai lu Nicolas pour la première fois, j'ai été très frappée parce que j'ai retrouvé vraiment... en fait, avec Nicolas, on partage énormément de discussions sur l'écriture depuis toujours, depuis qu'on se connaît. Je ne sais pas depuis quand on se connaît, Nicolas, peut-être tu 10 sais. ans. 10 ans. Mm. Et on partage énormément de conversations sur l'écriture parce que je crois qu'on a un peu la même appréhension de l'ennui. Et l'écriture permet de faire tout le temps, en fait, et en plus, on partage aussi la même peur de perdre cette magie-là, je crois, on en a souvent parlé, Mm. de se dire, oh, il y a un moment où peut-être ça va nous lâcher, cette magie-là. Parce qu'à chaque fois que j'écris, et je sais que Nicolas, tu ressens la même chose, c'est comme tu dis, cette poussée de l'âme, où en fait, il y a quelque chose qui surgit qui est inattendu. Et ça, c'est en fait, c'est extraordinaire quand on a peur de s'ennuyer. Puis c'est une manière de ranger ta vie ou de mettre du sens là où tu n'en voyais pas forcément, ou de mettre une cohérence aussi là où tu n'en voyais pas forcément. Enfin, c'est vraiment une manière de poser tes problèmes quelque part et de les articuler. Enfin, tu parles souvent de méditation quand tu parles d'écriture. Pour toi, c'est toujours une forme de méditation, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le journal intime est une forme qui me convient encore aujourd'hui très bien parce que c'est là-dedans que, effectivement, c'est une méditation. C'est aussi, j'ai aussi j'ai un problème de concentration, j'ai un problème de mémoire. Donc, j'ai une peur bleue d'oublier les choses et donc il faut que je les note. J'ai l'impression que les pensées sont fugitives et elles nous échappent. C'est un peu comme quand on fait un rêve et puis on s'en rappelle très très bien, parfaitement bien pendant quelques minutes après le réveil et puis après on l'a oublié. Et moi j'ai l'impression que c'est pareil avec les idées en fait. C'est tellement fugace et ça me rend folle, mais c'est terrible, ça m'angoisse profondément cette impression que les choses passent aussi rapidement, en fait, que les idées s'évadent comme ça, nous échappent. Alors que c'est justement ce surgissement qui empêche de s'ennuyer, quoi. On a une idée on a envie de s'y accrocher, on se dit, oh, je vais vivre un moment fou avec cette idée. Et puis elle s'en va, quoi. Et du coup, j'ai vraiment,
En fait, il faudrait que je puisse écrire tout le temps. Il faudrait que je puisse écrire tout le temps pour être bien. Parce que Oui, je crois que c'est vraiment la clé du bonheur. Mais Mais c'est ce que je fais, hein. Enfin, c'est ce que je fais de plus en plus. C'est un truc que j'ai trouvé, justement, parce que c'est très psychologique pour moi. L'écriture, c'est vraiment un besoin. Enfin, c'est de l'ordre vraiment de la survie, quoi. Et j'ai trouvé ce truc-là assez récemment, de prendre des notes sur mon téléphone. Et ça m'aide énormément, en fait, parce que j'ai l'impression que sinon, c'est une angoisse terrible. J'ai l'impression que les idées, ça s'accumule, passent dans ma tête et elles s'en vont et ça me terrifie. oui, c'est la peur du temps aussi. En fait, c'est la peur de tout ce qui s'enfuit, en fait. Voilà. Et avant, ça passait que par les carnets. J'avais tout le temps des carnets, ou alors je m'envoyais un peu des textos, mais du coup, je me disais, je les perds. Alors que là, j'ai trouvé ce système de notes qui n'est pas forcément plus. Enfin voilà, si je perds mon téléphone, je les perds aussi, les notes, mais au moins, c'est réservé quelque part. Non, tu dois pouvoir les retrouver dans le cloud ou quelque chose comme ça. Cool. Donc, n'aie Tu pas peur, tu les m'expliqueras perdras ça. pas. Tu vois, j'étais sûre que tu avais la même technique. Exactement, oui. C'est terrible. On va détailler nos névroses, c'est assez bien. Et en fait, il y a cette dimension un peu d'enfant du siècle, notamment dans ton livre sur le journalisme, les journalistes slash pour mourir. C'est que en fait, tu arrives après l'époque héroïque du journaliste, après les hommes du président, on arrive à une époque charnière où le web commence à s'imposer. Et nous, on se dit, mais on vient d'un monde analogique et on va devoir se faire aux règles du monde numérique. Et on est pris dans une sorte de stupeur où on doit se réinventer. Et en même temps, on a vraiment la nostalgie du monde d'hier, finalement. Ouais. Et on a peur de perdre et en même temps, on doit se réinventer aussi. Et c'est ton premier, enfin, le livre sur le journaliste, les journalistes slash pour mourir, c'était vraiment ça. C'était l'instant charnière entre deux époques. Ouais, ouais, parce qu'en fait, ce qui m'a le plus, enfin, ce qui a fait un peu l'impulsion pour ce livre, c'est que j'ai été en fait journaliste j'étais au Figaro et puis ensuite chez Métro. Enfin, je suis passée d'une rédac à l'autre et j'ai assisté à un truc quand même assez marrant qui était de voir ces directeurs de presse qui d'un coup se rendaient compte qu'ils avaient complètement loupé le coche enfin, que voilà, ils avaient il fallait à tout prix qu'ils se dépêchent pour rattraper leur retard vis-à-vis du web. Et donc, ils se sont dépêchés d'adapter et de convertir entièrement leur rédaction à l'écriture web. Et j'ai assisté à ce truc qui était incroyable. Enfin, moi, j'ai été étonnée que si peu de gens le décrivent, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de la révolution numérique, etc. Mais on a peu décrit ce qui s'est passé dans les rédactions avec cette armée, c'était quand même assez romanesque, cette armée de consultants web qui sont venus pour nous faire des formations, qui étaient en costard-cravate face à des vieux de la vieille journalistes très littéraires qui avaient absolument aucune connaissance du SEO, de toutes ces pratiques web pour s'adapter à l'écriture Google. Et puis ces mecs en costard-cravate qui disaient, alors maintenant c'est simple, votre premier lecteur, c'est Google. Et donc, il faut plaire à Google. Donc, pour plaire à Google, il y a des techniques. Il faut écrire des mots en gras. Les mots en gras que vous allez écrire, c'est ceux qui marchent bien. Donc, à l'époque, c'était DSK. C'est la météo. Voilà. Et donc, il faut écrire des mots-clés comme ça, remplir vos articles de mots-clés. Et ce qui compte, c'est que l'algorithme vous comprenne. Après, le lecteur, on verra quoi. C'est pas très important. Ce qui compte, c'est que l'algorithme de Google vous fasse remonter sur les résultats du web. Et moi, j'ai trouvé que juste cette scène à laquelle j'ai assisté de consultants web très jeunes, trentenaires, qui étaient envoyés par les directeurs de presse face aux journalistes pas du tout avertis et pas du tout d'accord en fait pour tout ça. Je trouvais que c'était assez génial. Donc voilà, ça a donné lieu à ce livre. Ouais, c'est les jeunes loups du marketing qui étaient venus leur apprendre leur métier, quoi. En gros, C'est ça, exactement.
Et ce qu'il y avait d'assez intéressant dans ton livre, c'est que déjà, tu en faisais une sorte de pièce de théâtre. Il fallait que tu mettes en scène ça. Et donc, on a un jeune journaliste qui est plein d'idéalisme, et en face de lui, on a un historien qui lui dit, mais à chaque révolution technologique, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, il y a eu cette révolution, il y a eu cette réflexion-là, comme quoi le progrès allait détruire ce qu'il y avait avant. Mm. Et ce qui m'a paru hyper intéressant chez toi, et parce que c'est un trait de caractère, c'est ton optimisme. C'est-à-dire qu'on va traverser ces chaos-là, on va traverser ces turbulences, mais on va inventer quelque chose. Et je trouve que ta manière de mettre en perspective ce problème-là par rapport à Google, on aurait tendance à se dire que c'est le grand Satan, que c'est la fin de tout et que c'est la fin des idéaux et qu'on peut aller vivre dans une grotte et s'enterrer au fond de la forêt. Tu disais non, il y a tout qui est à réinventer, quoi. Ouais, mais c'est marrant. C'est marrant que tu dises ça parce que aujourd'hui, le sujet qui m'occupe le plus, c'est surtout la question féministe. Et je me rends compte que j'ai un peu la même approche dans le journalisme et dans le féminisme. Je ne sais pas si tu vas continuer à dire que c'est optimiste. J'ai l'impression que moi, dans ces deux domaines-là, je suis fichue. Ça y est. Enfin, voilà, journalisme, je suis née à un moment, enfin, comment dire, je suis arrivée dans le journalisme à un moment où le journalisme est impraticable, Mmh. impraticable, mais vraiment, enfin, là-dessus, je vois pas, enfin, évidemment qu'on peut me contredire là-dessus et c'est super intéressant et c'est pour ça que que j'ai fait ce livre où il y avait plusieurs points de vue. Mais en tout cas, moi, tel que je le vis, le journalisme tel que j'avais envie de le pratiquer, il était impossible, mais c'en était presque drôle. C'est pour ça que j'ai fait un livre en essayant d'en rire, comme tu dis, un peu théâtral, parce que le côté journaliste, enfin, les journalistes de mon âge qui se retrouvaient à rêver d'être grands reporters et qu'on mettait sur ce qu'on appelle le travail de desk, à devoir tweeter toute la journée des articles. En gros, c'est ça le travail, quoi. C'est de retweeter. Donc, tu dois repérer quels sont les articles qui vont marcher et puis tu dois les retweeter et en faire toi-même des micros articles. Mais comme tu dois en écrire 40 par jour, tu n'as pas le temps de fouiller. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Donc il y a ça c'est pour la partie journalisme, mais comme tu dis, effectivement, j'observais qu'il y avait des nouvelles choses qui se créaient chez les très jeunes et enfin, en fait, un peu en dehors du journalisme, à la croisée du journalisme et de choses voilà, enfin, alternatives, en fait, qui sont hyper intéressantes. Comme Combat, par exemple. Enfin, il y a plein de revues qui se sont créées à ce moment-là, de choses très nouvelles et très novatrices. Donc, enfin, c'est toujours comme ça, quand il y a une période où les choses se radicalisent, il y a du nouveau qui se crée. Et pardon, je suis un peu longue, mais Et c'est sur en ça le, que tu le rapproches du féminisme, finalement. voilà, et sur le féminisme, j'ai l'impression que moi, j'ai grandi dans une époque où vraiment, enfin, euh, enfin, j'ai l'impression d'avoir énormément subi ce patriarcat d'une façon mais extrêmement, extrêmement forte. Et j'en ai eu conscience d'un coup. Ça a été une révolution intérieure pour moi, mais À quelle occasion? copernicienne, quoi. J'ai vu le monde d'une autre façon d'un coup. À Et quelle je occasion? pense, pardon? À quelle occasion? Parce que tu dis d'un coup et Bah, en fait, il y a eu quoi les plusieurs choses. révélations? Il y a eu plusieurs événements un peu personnels. Enfin, après, c'est passé par des choses, je peux très bien le dire ici, hein, c'est passé par des choses. Une amie qui a été violée et dont la plainte à la police a été. Enfin, voilà, les policiers se sont moqués d'elle, la justice s'est moquée d'elle, on lui a envoyé une psychiatre, la justice lui a envoyé une psychiatre qui a considéré qu'elle était habillée trop court et qu'elle avait un drôle de rapport à l'alcool. Enfin,
j'ai vu tout ça avant qu'on commence à en parler. Enfin, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Donc, il y a eu quand même un mouvement qui est incroyable là, les toutes dernières années. Mais j'ai observé tout ça il y a environ 5-6 ans. Ensuite, j'ai commencé à travailler chez Cosette. J'ai commencé à lire énormément de choses sur le féminisme. Avec cette amie, en l'occurrence, on a eu des conversations. C'est une amie qui est aussi assez intello, qui fait beaucoup de recherches en philo. Et on s'est énormément questionné sur un sujet que je trouve passionnant, qui est comment ça se fait en fait que on ait toutes les deux grandi dans une idée selon laquelle bah, on serait des petites choses et puis à la disposition des hommes. Et par exemple, le viol fait partie des fantasmes. Alors comment ça se fait que là, ça fait partie des fantasmes des femmes et pourtant là, il se trouve qu'elle est violée. Enfin, quelle est la différence qu'on fait entre le fantasme et la réalité? Enfin, en fait, d'un coup, on a été cette amie et moi, à travers ce qu'a vécu cette amie et les conversations qu'on a eues, parce qu'on partage une grande intimité, cette amie et moi, on a été hyper secoués. Et moi, il se trouve qu'à ce moment-là, je me suis mise à lire énormément de choses sur le féminisme, à rejoindre cette rédaction de Cosette qui a été, enfin, vraiment, c'est très important pour moi de continuer à travailler pour ce magazine. Même si bah, j'en ai souvent parlé à Charlotte, ça me coûte beaucoup. Voilà, ça me pose des questions souvent un peu de difficultés financières, journalistiques, voilà, de temps, de travail, etc. Mais c'est très important pour moi parce que je découvre des auteurs et des autrices et je découvre un mouvement de pensée à une période où quand même la libération féministe est très forte. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai l'impression de vivre à une époque où, pour moi, c'est trop tard parce que j'ai grandi là-dedans et du coup, tout ce que ça a causé comme dégâts chez moi au niveau voilà, de mon rapport aux hommes, de la confiance du manque de confiance en moi que ça a créé, du manque de confiance en mes compétences. Enfin, tout ça, c'est là. Moi, j'ai été éduquée j'ai grandi comme ça, dans cette société. C'est trop tard. Mais je me réjouis vraiment, et c'est là que je reste optimiste et positive. Je me réjouis d'assister à ça aujourd'hui et de voir à quel point ça change, en fait. Je trouve ça incroyable. Quand je parle avec des très jeunes, je trouve ça incroyable de voir à quel point les femmes se libèrent par rapport à leur apparence, à leurs compétences, à leur... Enfin, Quelle vitesse ça a changé aussi, parce que d'un seul coup, dingue. toutes les portes étaient fermées, elle les défonce, quoi. Ah non, mais c'est dingue. Ouais. C'est dingue de voir ça. Et on a une chance folle, je trouve. Oui, parce que au fond, enfin, on est de la même génération et en fait, on a été élevé dans une culture sans la voix des femmes. Même quand c'était sympathisant, c'était toujours la voix des hommes qui prévalait. On n'avait pas d'autrice, on n'avait pas de choses de référence, en fait, comme ça. En dehors de Simone de Beauvoir, de quelques figures comme ça, pivots au fil des siècles, mais il n'y avait pas de voix collective des femmes, en fait. Ouais, il y a de ça et il y a aussi... Enfin, je pense que c'est pas le même féminisme. Je pense que vraiment, moi, le féminisme de Simone de Beauvoir, il m'a beaucoup appris. Hein. Enfin, vraiment, mais c'est pas la même libération. La libération à laquelle on assiste là, je trouve, c'est une libération vraiment des corps, en fait, de l'intime, face à une oppression, mais dont beaucoup d'autrices ont parlé. Hein. Simone de Beauvoir en parlait déjà un petit peu, et puis enfin, même il y a des autrices qui en parlaient, mais là, aujourd'hui, c'est un vrai mouvement collectif. Et toi, c'est surtout à ton échelle quelque chose qui a provoqué l'écriture. C'est-à-dire quand tu as participé notamment à Ceci est mon corps, qui est sorti l'année dernière, c'était la première fois que tu t'aventurais dans un espace fictionnel, en fait, totalement Mm. fictionnel. Et donc, c'était l'histoire d'une jeune... Bah, raconte l'histoire, écoute, c'est toi qui l'as écrit. Ah, c'est pas sympa. J'avais dit que si tu m'embêtais, tu sortais. D'accord.
Non, alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Intestine et qui a grandi avec une pieuvre dans son ventre, en fait, qui l'a Ouais, c'est ça. contrariée à chacune de ses humeurs, à chacune de ses mouvements. Et c'est ce qui m'a frappé dans ton texte, en fait, c'est la manière dont l'identité partait du corps. D'un seul coup, on n'était plus du tout dans quelque chose de désincarné, mais on était quand même dans quelque chose de métaphorique, puisque c'est une variation autour du côlon irritable, enfin de ce syndrome-là qui est lié au stress, qui est lié au mal de ventre, enfin à tout ce qui pourrit la vie de beaucoup de gens. Et d'un seul coup, on a fait une nouvelle quasi fantastique. Et j'ai été très surpris quand je t'ai lu parce que je connaissais cette folie. J'avais vu les imitations dans les journalistes slash pour mourir, cette espèce de truculence dans les petites scénettes que tu rapportais. Et là, d'un seul coup, particulièrement dans ce texte, je me suis dit, bah, ça y est, elle a lâché les chevaux, quoi. Et on trouvait une espèce de folie à travers cette forme d'aliénation du corps, en fait, que tu dénonçais en même temps, mais d'une manière extrêmement poétique et extrêmement joyeuse. Et c'était quelque chose de très, très beau quand j'ai lu ce texte. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire, alors je te le dis. Bah ouais, merci. Et je voulais savoir comment s'était passé le déclic, justement, pour te dire, cette fois, je passe de l'autre côté, j'y vais, dans la fiction. Bah, comme tu dis, en fait, j'ai l'impression que finalement, je flirte toujours un tout petit peu avec la fiction parce que même les journalistes slash pour mourir, c'était écrit comme une fiction. Il y a des personnages, j'ai inventé une histoire. C'est des personnages qui mènent une enquête, en fait. Mais comment j'ai eu le déclic? C'est en fait effectivement en fait ce mal de ventre que j'ai toujours eu moi depuis l'enfance. J'avais l'impression que la meilleure façon d'en parler, c'était la science-fiction parce que c'est un mal de ventre que moi j'ai depuis toujours, mais dont j'ai l'impression qu'il est rempli euh, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir en fait, parce que ça me donne un lien à mes émotions. J'ai mal au ventre quand je suis angoissée, quand je sens que quelque chose est important, enfin, tout passe par le ventre chez moi en fait. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une sorte de super pouvoir dans le sens où c'est un lien que j'entretiens enfin, c'est comme si c'était en fait un peu un petit être à l'intérieur de moi que je dois calmer, consoler, rassurer, à qui je dois parler, que je dois chouchouter. Donc ça m'oblige en fait à être tout le temps voilà, dans un rapport à moi-même un peu science-fictionnel. Quoi, Et ce que je trouve très intéressant, c'est que en fait, tu m'as souvent demandé de voir une cohérence dans ton parcours, est-ce que j'y Mm. voyais du sens, etc. Et je me disais, Là, je t'ai demandé, là, je t'ai... oui, tu me l'as demandé là, C'est ça. et c'est un voyage vers le corps, vers comment tu t'incarnes, tu prends les limites de ton corps et tu fais avec, en fait. Et de la même manière, dans Ceci est mon cœur, qui est le deuxième livre de cette série, après Ceci est mon corps, où tu parles du coup de foudre amoureux. Mm. Et tu en parles d'une manière extrêmement biologique, finalement. Ouais. Tu en parles au niveau du cerveau, au niveau de la sérotonine, de tout ce dont on a besoin, de tout ce dont le cerveau a besoin, et du coup, il provoque le coup de foudre, ce qui est un point de vue qui, moi, m'avait jamais effleuré. Enfin, moi, j'étais quelqu'un de très éthéré, de très romantique, et je me suis dit, mais en fait, c'est le cerveau qui nous manipule. Et c'est une histoire organique, et j'avais jamais envisagé l'amour de cette manière totalement organique, en fait, et totalement des équilibres d'humeur presque. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et encore une fois, c'était un voyage dans le corps. Ouais. Mais parce que ça m'a toujours intriguée. Franchement, ce texte, j'ai adoré l'écrire. C'était un bonheur. Parce que moi, c'est un truc, pour le coup, que je me suis toujours demandé. Parce que j'ai toujours été... je suis une nature très, très amoureuse. J'ai toujours été très, très, très amoureuse. Vraiment. Et je sens physiquement... Enfin, je pense comme n'importe qui,
il y a quand même quelque chose d'hyper intriguant dans ce truc qu'on ressent quand on est amoureux, c'est-à-dire cette impression de ne pas voir les choses de voler, d'avoir les couleurs qui se transforment autour de soi, de pas, enfin, on ressent pas les choses de la même manière. D'un coup, on perçoit pas on a l'impression de tout voir à travers un filtre de lumière complètement différent et en plus on a des symptômes physiques, on a chaud, voilà, enfin, on a des symptômes qui ressemblent à ceux qu'on a quand on vit ce qu'on appelle le stress. Enfin, le stress, c'est devenu un mot du langage courant, mais en fait, c'est vraiment un terme médical, le stress. C'est ce qu'on ressent face à une épreuve très dangereuse. Et on ressent la même chose quand on est amoureux, je trouve, et quand on vit un coup de foudre. Et ce truc-là m'a toujours intriguée. Et du coup, bah voilà, pour raconter juste un petit peu comment ça s'est passé, l'écriture de ce texte, donc j'ai rencontré une jeune fille, j'ai fait un appel à témoignages autour de moi. J'avais envie d'avoir une jeune fille voilà, de 18-19 ans qui me raconte son coup de foudre. Et, euh, et le truc le plus étonnant, c'est que j'ai tout de suite pensé en premier à une jeune fille qui était présente quand j'ai donné des cours à l'université. J'ai donné quelques cours à l'université à Aix, à l'université d'Aix. Il y avait cette jeune fille qui était venue me voir plusieurs fois, qui avait l'air d'être hypersensible, qui me touchait vachement. Enfin, je sais pas, je la connais pas du tout, mais il y avait quelque chose dans son regard et dans sa façon d'être qui me faisait penser peut-être à moi quand j'avais 19-20 ans et qui m'a beaucoup touchée. Et du coup, j'ai adressé un mail collectif à cette promo d'université en espérant que ce soit elle qui me réponde, Justine. Et j'ai eu la réponse de cette fille qui m'a dit, bah moi, donc ma question c'était, est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre et est-ce que vous seriez d'accord pour me le raconter? Et il y a cette Justine qui m'a répondu tout de suite en disant, moi, j'ai vécu un coup de foudre et le plus étonnant, c'est que j'ai vécu ce coup de foudre en rencontrant la personne sur Internet. J'ai ressenti les symptômes du coup de foudre alors que c'était une rencontre sur appli en ligne, quoi. Par Messenger, quoi, enfin par message. Voilà. Donc, je me suis dit, génial, j'ai mon cas d'étude. Et en parallèle de ça, je me disais, ce qui serait super, ce serait... Mais vraiment, j'ai complètement fantasmé un truc et c'est passé exactement comme je voulais. Je me suis dit, ce qui serait génial, ce serait que cette fille, cette Justine adorable, hypersensible, très touchante, me raconte son histoire en présence d'une neuroscientifique qui viennent décrypter chacun des symptômes du coup de foudre, et en particulier un coup de foudre en ligne. Et j'ai trouvé cette neuroscientifique qui s'appelle Catherine Lord, canadienne, avec un humour fou, mais vraiment, mais il faudrait que je puisse vous montrer en fait la vidéo Zoom que j'ai enregistrée, où il y a tout le... J'ai fait 3 fois 2 heures d'entretien avec les deux. Et donc, Justine, hyper touchante, qui raconte son histoire et qui dit, bah là, je lui demandais à chaque fois de s'arrêter pour vraiment décrire tout ce qu'elle ressentait physiquement. Donc là, au moment où j'ai reçu ce message, mon cœur s'est emballé, mon cœur s'est mis à accélérer et puis, tac, j'ai appuyé sur envoyer. Ça y est, je l'avais fait. Voilà, et elle racontait tout, mais comme si elle était en train de le revivre. Et Catherine Lord à côté de ça qui nous explique qu'est-ce qui se passait dans le cerveau, pourquoi il y a eu ce symptôme physique, pourquoi il y a eu enfin voilà, tout ce qui était en jeu au niveau hormonal. Euh, C'était fascinant. Et donc, j'ai raconté cette histoire-là dans ce texte. Et encore une fois, ce qui est génial, c'est que ça ne condamne pas du tout les nouvelles formes de communication. C'est qu'au fond, bah, on retrouve ce qu'on pouvait éprouver dans la nouvelle Héloïse, quoi, mais par Ah texto. oui, Et je trouve que cette sensation de danger, de malaise, enfin de tous les tourments que l'amour peut nous faire traverser, tu soulignes le côté intemporel de la chose et le côté profondément humain, en fait. Et cette espèce de... J'ai trouvé ça super réconfortant, en fait. mm. Parce que ça ne se perd pas, quoi.
peu importe le support, peu importe le moyen, l'amour est là et trouvera toujours le moyen de nous faire des arrêts cardiaques, en gros. Exactement. Oui, oui, non, mais enfin, Catherine Lord l'explique très bien. En fait, parce qu'au début, au début, je me disais, mais c'est bizarre, il y a quand même, on parle de phéromones, on est quand même censé sentir l'odeur de l'autre, non? Pour avoir ces symptômes physiques du coup de foudre, est-ce que, en fait, on a tendance à tout de suite se dire que parce qu'on est dans une époque où on vit les choses virtuellement, ben, on s'invente des histoires et puis c'est juste qu'on a envie de tomber amoureux et qu'en fait, on vit pas vraiment les choses. Et je sais pas, on est dans des espèces d'angoisse là où on a peur de se transformer en robot et de plus rien ressentir. Alors que c'est faux, en fait, on s'adapte. Et Catherine Lord l'explique très bien. Et c'est elle qui, d'ailleurs, m'a un peu cassée au début en me disant non, non, mais la question, elle se pose pas de savoir si c'est possible ou pas que sans les phéromones, Justine soit tombée amoureuse. Elle te le dit. Elle te le dit, en fait. Donc, si elle dit qu'elle est tombée amoureuse, c'est que c'est la vérité. Et il n'y a pas de... Et en fait, elle me disait, nous, en tant que scientifiques, au moment où on étudie les phénomènes amoureux et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on tombe amoureux, on part du témoignage et on n'est pas là en train de se demander si oui ou non, est-ce que c'est vraiment de l'amour, en fait. Enfin, je Oui, il suis n'y a très pas de d'accord jugement, avec ça, en fait. c'est là, quoi. Oui, voilà, si elle dit qu'elle est amoureuse, c'est qu'elle est amoureuse en fait. Il n'y a pas d'histoire enfin, c'est voilà, je dis ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes très, enfin, je sais pas, ouais, très très méfiantes vis-à-vis des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe aujourd'hui en ligne, etc., qui ont tendance à considérer que en fait, on se trompe de sentiments, quoi. On ressent pas vraiment les choses telles qu'on les ressentait avant. En fait, c'est faux. Pas forcément. Et effectivement, tu as raison, c'est peut-être l'un des messages de ce texte, un peu Oui. sous-jacent. Et c'est un message rassurant puisqu'on n'est plus dans la condamnation des gamins qui sont collés à leur téléphone. Enfin, ils sont collés à leur téléphone comme nous, on était collés à, je sais pas, l'arrivée du facteur ou un truc comme ça, quoi. Et j'ai trouvé que c'était bien, ça faisait du bien de ne pas avoir une posture de jugement, en fait. Mm. Une posture de condamnation de ces nouvelles formes de communication qui ne sont pas plus condamnables que les nôtres ou que Voilà, celles de nos ça grands-parents. reste de l'amour pur. Ouais. Et du coup, on en vient au sexisme qui a toujours existé lui-même aussi sous différentes formes. Et au fond, dans le bouquin qui vient de sortir et qui s'appelle Survivre au sexisme ordinaire, euh, tu racontes une anecdote où en fait, c'est une situation qu'on a tous vécue, quelque part, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est-à-dire comment on réagit quand on nous dit une saloperie. Est-ce qu'on va rire avec les autres pour pas passer pour un con, Mm. ou est-ce qu'on va avoir la répartie et suffisamment d'aplomb pour répondre? Et ça peut vous plonger dans un malaise extraordinaire et pendant des mois derrière, ça peut provoquer des dépressions, ce genre de choses, enfin, chez les gens un peu intenses comme moi. Et à rejouer la scène où tu te dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce connard, quoi? Et, euh, et je trouve que là encore, tu dépasses le cliché sur le féminisme parce que ça part d'une anecdote où ton personnage se trouve confronté à un qui bosse pour la télé, se trouve confronté à un producteur qui va leur réserver un hôtel à elle et ses deux collègues qui sont des hommes. Mm. Et puis, en gros, il dit à la nana, avec qui tu veux que je te prenne une chambre? Mais c'est une Et elle histoire vraie, accepte. hein. Je le dis parce que ça, Comment? c'est une histoire vraie. Ça m'est vraiment arrivé. Bon, après, c'est une histoire hyper banale, hein, Oui, c'est très banal, mais mais ça m'est vraiment arrivé. ça dit ce que c'est que justement l'ordinaire est vachement frappant dans cette histoire-là parce que on a tendance à dire oui, mais on en fait trop là-dessus, c'est de l'humour et tout ça. Et non, là, c'est pas de l'humour, ça véhicule vraiment des archétypes qui sont voisins du honteux et qui sont tolérés depuis la nuit des temps, quoi. Et donc, tout l'objet de ce texte, c'est comment répondre à ça et comment combattre ça.
c'est tout l'objet du livre aussi qui pointe toutes ces situations ordinaires qui sont des situations d'humiliation des femmes, mais d'humiliation courante en fait, Mm. et dont on n'avait pas forcément conscience il y a encore une dizaine d'années, quoi. Ouais, ouais, et puis même, enfin, je sais, si ça me réarrivait, je sais pas enfin, là, j'ai écrit du coup ce texte où on m'invitait, donc l'éditrice demandait à ce qu'on trouve à ce qu'on donne des réponses possibles, des techniques de combat possibles, etc. Moi, comme je disais tout à l'heure, comme je suis fichue, non, mais c'est de la provoque de dire ça, mais pour moi, c'est très difficile de répondre à ça. Enfin, vraiment, ça met en jeu énormément de choses. Et je suis contente, effectivement, de me dire que j'ai l'impression que les générations qui me succèdent enfin, sont plus prêtes à ce genre à la possibilité de répondre enfin, à ça, à cette humiliation sexiste. Et tu as raison, c'est des situations qui se reproduisent dans d'autres cadres que le sexisme, mais il se trouve que avec la période qu'on vit en ce moment et enfin, en fait, la vague MeToo, c'est encore plus odieux de se dire que j'ai pas réagi, quoi, et que j'ai ri. Parce que donc, pour expliquer aux personnes je ne sais pas si on a bien raconté, enfin, si c'est assez clair la façon dont on a expliqué Ouais. l'histoire, mais donc c'est vraiment voilà, une insulte, enfin, c'est une humiliation c'est mon patron qui, dans le cadre sur mon lieu de travail, me demande Lorraine, est-ce que je te prends une chambre avec tel collègue ou avec tel autre? Et en fait, sur le moment, euh, je sais pas, c'est vraiment, je n'avais pas d'armes. Et en plus, le pire, c'est que ça ne m'a pas tant atteint que ça sur le moment. Je me suis juste dit, quel con, quoi. Mm. Et j'ai ri. Comme en plus, c'est un patron qui me parle pas très souvent et voilà, en fait, qui ne me parle jamais. Donc, c'est quelqu'un qui s'adresse jamais à moi. Donc, il y a un côté, je me sens tellement en valeur négligeable que je n'ai même pas le temps de répondre. J'ai même pas le temps de réfléchir à ce que je peux lui dire. Il me regarde même pas. Donc, et enfin bon, j'ai l'impression juste que c'est encore très difficile pour moi de savoir ce que j'aurais pu faire et ce que je ferais aujourd'hui si ça me réarrivait parce que j'ai l'impression que j'ai toujours pas les armes face à ça. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que en fait, ça questionne une structure de pouvoir qui est là depuis très longtemps, Hmm, c'est ça. où les gens qui abusent ne sont pas du tout inquiétés. Ils le sont un peu plus. Oui, et en fait, à la limite, peut-être qu'il devrait même pas être inquiété, mais peut-être qu'il devrait juste être ridiculisé parce que Oui, c'est sa réflexion, c'est tellement ridicule, c'est tellement moche et c'est même pas drôle. ça. Et ce que je trouve honteux, c'est le côté, en fait, ça me fait penser vraiment ça me fait penser aux Dalton quand on était petit là et que tu as tous les petits Dalton qui sont là en train de rire bêtement. Et nous, on était là, on était quatre dans la pièce et on a tous ri, quoi. On a tous, alors je dis pas qu'on a éclaté de rire, hein, mais on a tous fait un petit ricanement de politesse ah ouais, elle est marrante ta blague, Ouais. patron. Mais enfin, comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait qu'on soit là en train de se carpétiser face à un patron vulgose comme ça, quoi? C'est ça qui me rend dingue. Et le pire, c'est que je le redis, si ça me réarrivait, je suis pas sûre que j'aurais le bon réflexe. Est-ce que le bon réflexe, c'est justement de s'engager, notamment dans l'écriture, notamment à écrire cette histoire, à la conscientiser et à la ranger dans ta tête, comme on disait tout à l'heure, c'est une manière de la poser et de dire, ça s'est passé, c'est ces processus-là. Est-ce que écrire, finalement, c'est l'acte politique qui manque à ces actes manqués, justement. Enfin, on sent cet Ouais, engagement non, mais dans ton écriture. t'as raison, bah, ça m'a fait du bien, hein. Mais tu vois bien, là, quand j'en parle encore aujourd'hui, alors que c'est pas très grave, hein, ce qui s'est passé. Mais ça ne devrait pas m'arriver, en fait. C'est ça qui est très douloureux, en fait. C'est qu'avec toute cette prise de conscience,
c'est ça qui est douloureux. C'est en fait, quand je vous dis là ce soir, je suis fichue à ce niveau-là, c'est que c'est une nouvelle prise de conscience que j'ai eue récemment, où je me suis rendu compte que oui, intellectuellement, je peux faire du chemin pour essayer de m'améliorer voilà, de changer ma perception du genre et de tout ce qui est associé à la féminité. Intellectuellement, je peux faire ce chemin-là, mais ça ne changera rien. C'est ça que je trouve terrible, c'est que ça ne changera rien à mon manque de confiance en moi et à mon impossibilité de rétorquer face à un patron dégueulasse et vulgose qui est capable de me sortir une blague pareille devant mes collègues. Et en plus, ça ne change pas grand-chose, mais en plus, dans un boulot où je suis quand même... Enfin, c'était un boulot, on était en train d'aboutir à un projet sur lequel voilà, j'avais énormément travaillé, j'avais énormément donné de ma personne. J'étais en train d'écrire un film, donc enfin, je veux dire, et on était en train d'aboutir ce projet. Et j'ai quand même eu à subir ce truc et j'ai pas pu répondre. Et en fait, encore une fois, si ça réarrivait, je suis pas sûre que j'y arriverais. Et c'est ça qui est douloureux, c'est de se dire merde, j'ai beau vraiment travailler énormément pour cette quête féministe que je fais depuis quelques années. Je ne change pas. Profondément, je ne change pas puisque je ne peux toujours pas répondre dans une situation comme celle-là. Donc, j'espère que ça changera un jour et que peut-être vraiment j'arriverai intérieurement en fait, à bouger. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je vais me permettre de lire un commentaire qui vient d'être envoyé là de Sabine. Une des BD que je découvre en ce moment, Éveil de Juliette Mancini, reprend les thèmes sur le pourquoi, la douleur, la conscience, le féminisme sans le savoir, le devenir, le corps et sa gestion, les ou le désir, l'errance. C'est terriblement beau et percutant. Bah écoute, on va ok, merci Sabine. Et oui, je voulais particulièrement te parler d'une chose aussi, c'est les podcasts que tu fais pour l'école Les Mots, où tu donnes la parole aux autres, tu donnes la parole notamment aux 68 premières fois aussi. Et à travers cet écho que tu trouves chez les autres, on a l'impression que tu brosses aussi ta trajectoire à toi. C'est-à-dire que ta vie est avant tout faite de rencontres. On dirait le dialogue dans Astérix, c'est des rencontres. Mais non, mais c'est vrai, enfin, c'est vraiment à travers la parole que tu donnes aux autres, on entend la tienne. C'est un truc que je ne me suis jamais vraiment expliqué, donc peut-être que tu peux l'expliquer toi. Bah non, mais c'est possible parce que c'est vrai que cette discussion sur l'écriture, je l'ai depuis toujours avec quand même pas mal de gens. Enfin, quand je rencontre quelqu'un, ça peut venir assez vite là-dessus. Pas seulement sur l'écriture, mais sur la création. Je suis toujours hyper curieuse de savoir comment les gens créent. Et j'ai toujours été très proche d'artistes et de gens qui créent. Et j'ai cette conversation qui vient tout de suite, en fait, sur le tapis. Et du coup, là, j'ai l'impression que je peux les enregistrer, quoi. Donc, c'est un kiff. Je peux enregistrer les conversations que j'ai envie d'avoir et je peux aller vraiment rencontrer les gens. Et j'ai le droit de leur poser toutes les questions que je veux là-dessus parce que c'est le sujet et que je suis venue pour ça. Donc, c'est vraiment... ça me passionne. Vraiment, ça me passionne de savoir comment les gens écrivent. Ben nous, on veut savoir comment toi, tu écris. Voilà, c'est ça le truc. Parce que en revenant à ce que tu disais au début avec ces carnets intimes, qui est donc l'exercice absolu de l'écriture de soi. Il n'y a pas plus vrai. Là, en fait, dans ton parcours, on est quand même dans une écriture contrainte. C'est-à-dire que même les recueils de Ceci est mon corps ou Ceci est mon cœur, il y avait une commande. Enfin, il y avait en tout cas un thème sur lequel on t'interrogeait, survivre au sexisme aussi. Alors, l'essai sur le journalisme, c'était pas forcément une commande, mais en tout cas, il y avait une contrainte, un cadre autour. Ouais. Quelle part de toi, en fait, tu mets dans une écriture qui est sous contrainte? Et est-ce que finalement, c'est ce genre d'écriture qui, toi, fait ton rapport à l'écriture, en fait? Est-ce que tu as besoin de ça?
tu vois la question qui va arriver après. Ouais, complètement. Alors, oui, j'ai besoin de ça dans le sens où, en fait, c'est à la fois des commandes et pas des commandes, hein, parce que ma façon de faire, mais ça, c'est vraiment au niveau, j'ai compris comment je fonctionnais là-dessus et c'est à double tranchant. Euh, je, alors, comment expliquer ça? Bon, j'ai une envie d'écrire, j'ai une idée, une envie, et au lieu de me mettre à écrire ce texte qui est en moi, je vais passer un temps fou à organiser le cadre, vraiment à le construire pour faire en sorte que ça se fasse et qu'un éditeur m'attende. Et ça, c'est ce qui me prend le plus de temps dans la vie. C'est que, par exemple, pour Ceci est mon corps, j'avais envie d'écrire j'avais envie d'écrire sur la féminité, déjà, et j'avais envie d'écrire sur la façon dont on n'est pas, notre corps en tant que femme ne nous appartient pas totalement. Je voulais écrire là-dessus. Donc, j'étais en train de réfléchir autour de ça. Moi, ça partait aussi du ventre. Enfin, il y avait cette idée-là qui était déjà là. Et je suis allée voir une éditrice à qui j'ai dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait qu'on crée quelque chose avec Cosette, par exemple, etc. Bon, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais... Ou alors, voilà, non, pardon. C'est cette éditrice qui m'a demandé, est-ce que vous auriez des idées de projets qu'on pourrait faire avec Cosette? Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais placer mon texte sur le corps. Mais en fait, voilà, et j'ai construit tout ce cadre-là. Donc, j'ai fait en sorte qu'avec l'éditrice et avec Cosette, on fasse ce projet en coédition avec d'autres autrices. Je me suis vraiment, mais par contre, j'ai passé un temps fou à construire ce cadre-là, hein. J'ai trouvé les autrices, j'ai convaincu Cosette, j'ai convaincu l'éditrice, j'ai mis tout le monde d'accord, etc. Pour à la fin, au moment où j'étais bien sur les rotules de tout ça, où j'étais bien déjà fatiguée et où j'avais plus du tout d'énergie pour le faire. Là, j'ai écrit mon texte qui m'habitait depuis longtemps. Mais en fait, j'ai l'impression que tant que j'ai pas d'éditeur, j'écris mon journal intime, en fait. J'arrive pas à me mettre à un projet avec un début, une fin. C'est très difficile pour moi. Et du coup, c'est ma façon de faire, quoi, de faire en sorte que mon projet devienne une commande. Et dans ces cas-là, est-ce que tu as l'impression de te... j'aime pas le terme caché, c'est pas mais derrière finalement un statut de journaliste. C'est-à-dire que là, tu dis autrice, tu le dis, hein, et tu l'assumes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui renvoie, là, dans le texte sur Ceci est mon cœur, il y a vraiment un rattachement à une explication, plus que dans Ceci est mon corps, où là, on était effectivement dans une fiction, mais qui rattachait quand même toujours à des choses assez concrètes, assez comme un esprit un peu mathématique, logique, il faut que tout s'explique. Enfin, il y a un peu de ça. Et finalement, est-ce que tu as l'impression qu'il faut toujours expliquer, comme un journaliste peut le faire et quelles sont finalement les limites du journalisme? À quel moment il faut forcément passer par la fiction et qu'on ne peut pas se contenter, entre guillemets, même si aujourd'hui le terme de journalisme recouvre plein de réalités, mais à quel moment tu as besoin de cette bascule vers quelque chose de plus fictionnel, en fait? Bah, en tout cas, enfin là, effectivement, là, c'était un peu particulier pour Ceci est mon cœur, parce que moi, je voulais écrire, je voulais basculer un peu plus vers la fiction. Et Isabelle Motro, qui est la directrice de Cosette, qui coédite le livre, a demandé vraiment à ce qu'il y ait la distinction entre des textes journalistiques et des textes fictionnels. Et comme moi, je fais partie voilà, je suis du côté des journalistes Cosette, elle m'a demandé d'écrire un texte plus journalistique. Mais il reste quand même assez fictionné parce que j'ai quand même raconté l'histoire de Justine d'une façon un peu plus romancée. Moi, ça me va assez bien d'être à la frontière entre les deux. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je ressens vraiment le besoin j'ai besoin qu'il y ait une connaissance, en fait. J'ai besoin de transmettre une connaissance dure dans ce que j'écris. Et d'ailleurs, enfin...
Oui, effectivement, et ça fait partie de mes difficultés. En fait, ouais, c'est très contradictoire hein, parce que je dis que j'ai besoin de m'imposer ces commandes que je vais chercher. Or, je m'en plains aussi parce que une fois qu'elles sont là, les commandes, je me sens pas libre et je me dis, ah, ça aurait été tellement génial que je puisse faire ça, je suis jamais libre. Et- alors que si j'étais libre, je pense que voilà, j'écrirais juste mon journal intime toute la journée, c'est ça le problème. Donc, Mais ici est à la mesure de Saint-Augustin, vaut la peine non, d'être non, édité, non, ceci j'ai dit. pas dit ça, non, je peux pas avoir dit ça. Oh là là, pardon Saint-Augustin. Je Et suis du coup, désolée. ton rapport à la lecture, c'est le même, c'est-à-dire que tu lis enfin, pour apprendre et ou tu as une lecture beaucoup plus... Parce que tout à l'heure, en vous écoutant parler de la cohérence de ton parcours, alors je te connais pas aussi bien que Nicolas et pas depuis longtemps, mais moi, d'extérieur, enfin, pour moi, la cohérence, c'est l'instinct, en fait. Enfin, j'ai vraiment cette impression que tu fonctionnes, pour le coup, avec tes tripes, avec ton instinct et avec ça, j'ai envie de le faire, alors je le fais, ça, j'ai pas envie et je le Ouais, fais, c'est quelque vrai. chose de cet ordre-là, qui est une cohérence, qui peut-être de l'extérieur paraît pas cohérent, mais qui est la tienne. Donc, très bien. Et donc, est-ce que tu lis comme ça? Est-ce que tu as besoin de textes qui nourrissent voilà, cet intérieur, ces tripes, ou est-ce que c'est plus des lectures, en tout cas, enfin, j'allais dire philosophique, la philosophie passe par le ventre aussi, mais quelque chose où tu as besoin de connaissances et de quelque chose de plus âpre, en fait. Bah, ce qui est sûr, c'est que je lis vraiment toujours j'ai toujours lu avec un stylo à la main, mais et j'ai vraiment besoin enfin, comme je disais tout à l'heure, de ne pas perdre. Je note énormément de choses en lisant, mais pas forcément des connaissances dures. Enfin, c'est vrai que j'ai cette exigence-là pour mes textes à moi. Je veux vraiment qu'il y ait, je veux qu'il y ait de la connaissance presque, enfin oui, souvent scientifique. Hein, pour les journalistes slash pour mourir, c'était pas le cas, mais parce que je racontais une réalité en fait que j'avais observée de l'intérieur. Donc j'avais l'impression quand même de transmettre une connaissance qui n'était pas forcément facile d'accès de l'extérieur, qui était celle enfin, qu'on vit à l'intérieur des rédactions. Mais non, en lisant, en fait, quand je dis que je lis avec un stylo à la main, c'est que je suis pas vraiment du genre quand même à m'évader comme toi tu peux le faire, je pense, Charlotte, par exemple. Moi, j'admire beaucoup ton rapport à la lecture. Je pense que tu as plus tendance à t'évader par la lecture, à vraiment partir. Moi, enfin, je crois, hein, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois. Moi, je reste quand même dans un rapport très, voilà, très intellectuel au livre, quoi. Je note beaucoup de choses. Mais parfois, c'est juste des super belles phrases, quoi. Des idées qui créent un vertige, une illumination. C'est pas forcément des connaissances. Je suis pas à la recherche de chiffres. Je vais te poser ma question, la question que je pose toujours en fait quand je fais des rencontres, et qui n'est pas facile parce que la réponse doit se contenir en un seul mot. Mais si tu devais répondre à la question et écrire qu'est-ce que c'est en un seul mot, tu répondrais quoi? Interpréter. Ouais, on en revient là, hein. Il y a Ouais, un truc, il y a un c'est truc vraiment, avec c'est ça, mon mais mot qui te préféré. correspond très bien en plus. C'est Ouais. mon mot préféré. Et franchement, c'est ça. Bah, c'est bon, on a interprété Lorraine Malka ce soir. On n'a pas fait le tour, hein. On n'a On n'a pas pas fait le tout à tour. fait. Merci, vraiment merci. Enfin, c'est un très beau signe d'amitié. Je suis très heureuse d'avoir eu ce moment avec vous. Bah, nous aussi. Merci à toutes les personnes qui étaient là, ça me touche beaucoup. Oui, merci à vous tous. Et puis, ben, c'est toujours dur de couper, hein. Franchement, c'est terrible. Surtout Zoom, tu as ce mot en rouge fin, c'est C'est juste une horrible. C'est cruauté. horrible. C'est moi qui dois avoir la responsabilité. Là, j'ai l'impression de déclencher une guerre nucléaire derrière. C'est Oui, horrible. mais peut-être il y a quand même, je sais bien, on va se faire taper sur les doigts parce qu'on dépasse, mais il y a peut-être, je sais pas, des questions, des choses à dire. Oui, Parce si on vous voit des avez des visages, mais questions, on vous n'entend pas pouvez- Mais les je vois voix. qu'il y a marqué discussion 4, mais je vois pas ce que c'est en fait, les discussions.
Euh, non, là, Euh, pour le Il y a moment. des messages écrits, non? Oui, Il y Daniel, avait, il y avait des cœurs, des choses comme ça. ouais, c'est Ah, ça, il d'accord. n'y avait Ah, pas ça y est, je les de. vois, pardon. Ok. Et oui, Daniel, il y aura un replay, donc rassurez-vous, je vous enverrai le lien quand il sera disponible. Et, et puis, si vous avez des questions, bah, vous activez vos micros et vous posez la question. C'est la magie du progrès technique. Ou des ressentis, hein. Je vois le grand sourire de Gaëlle Voilà, qui, elle, a été, je te piège, je suis désolée, c'est a bon. été, même Sophie, ben, voilà, vous avez été au micro de Lorraine, en fait. Et alors, on n'a pas beaucoup parlé des podcasts, parce que, voilà, mais la manière dont elle travaille sur ces questions-là, enfin, voilà, si vous avez envie, hein, je ne vous force à rien. Et j'ai rallumé mon micro, du coup. J'ai vu. C'est pas un piège, mais j'ai trouvé ça chouette de vous entendre parler des podcasts parce que c'est comme ça que je l'ai vécu moi aussi. Alors je sais plus si c'est Nicolas ou si c'est Charlotte qui disait que il y avait probablement pas mal de Lorraine dans les podcasts. Alors j'en sais rien parce qu'on se connaît pas bien Lorraine, mais en tout cas la façon dont tu proposes les choses et dont tu les montes, c'est pas neutre entre guillemets, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu interprètes aussi les envois qu'on t'a fait, les morceaux que tu en as choisis, la façon que tu as eu de les monter. Et c'était vraiment super chouette à découvrir après coup parce que j'allais dire une réinterprétation, tu vois, c'est le mot qui me vient. Alors, comme quoi, la boucle est bouclée. Et du coup, c'est très chouette parce que tu as l'impression de redécouvrir quelque chose que tu as donné comme ça, en sachant pas très bien ce qu'il y avait dedans. Et c'est comme si toi, tu nous donnais des clés de ce qu'on a nous-mêmes, de ce qu'on t'a nous-mêmes transmis, tu vois, comme s'il y avait quelque chose d'un peu circulaire comme ça. Donc voilà, c'est très chouette. Bah, c'est génial, ça me fait hyper plaisir, d'autant que bah, alors, Gaëlle comme Sophie, c'était particulier parce que c'était à distance en fait. On n'a pas encore eu l'occasion, j'espère qu'on l'aura un jour, de faire des podcasts plus, enfin, où vraiment je viens vous voir et vous interroger. Mais avec Charlotte, on l'a fait. Mais c'est vrai que je pense vraiment l'écriture podcast, c'est très spécial. Moi, j'adore la voix, j'adore la radio. Enfin, je trouve que bah voilà, Gaëlle, Sophie, Charlotte, on a trois exemples de voix. Il y a tellement de choses qui passent à travers vos voix. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vrai que ça m'est assez facile. En fait, c'est très naturel pour moi. Autant l'écriture, la lecture, c'est des bonheurs que j'ai dans la vie, mais qui représentent toujours pas mal d'appréhension pour moi et de difficultés. Voilà. Et autant l'écriture podcast, l'écriture radio, c'est un truc qui m'est très naturel, quoi. J'ai l'impression qu'hyper facilement, je peux écrire. Enfin, ce que tu dis me touche beaucoup parce que c'est vrai que je l'écris comme ça, en fait. Vraiment en essayant bah, de comprendre, en fait, ce que la personne a voulu dire et en essayant de le monter de cette façon-là. Enfin, c'est un travail que j'adore faire. Je Merci, confirme que Gaëlle. Gaëlle, c'est bien de l'entendre dire parce que si c'était moi qui l'avais dit, on aurait dit oh là là, voilà. Donc là, c'est Gaëlle. Mais non, mais ce qui est Voilà. assez fou parce que je parle pour les podcasts 68, mais moi j'avais entendu le son des cinq autrices. J'avais évidemment entendu ce que je disais, enfin, en tout cas entendu, je l'avais dit. Et quand j'ai reçu les podcasts montés, j'avais l'impression que c'était la première fois que je les découvrais. Ce qui veut vraiment dire qu'il y a quelque chose de toi et de ta singularité qui traversent ces podcasts-là, en fait, qui sont pas juste le recueil de la parole. C'est vraiment la manière dont je pense ta curiosité aussi, enfin, ta manière d'écouter les autres de les ressentir, mais c'est assez fou. Enfin, moi, je trouve ça en plus, voilà, en ayant eu déjà tous les sons, et quand je les réentendais, j'avais l'impression de les entendre pour la première fois, je trouve ça assez magique, quoi. Mais c'est bien que Gaëlle... Ah, c'était tellement génial de faire ce podcast avec toi, Charlotte, franchement, mais ça, c'était une expérience, c'était fabuleux. En plus, on faisait ça tout en étant confinés, et puis ça nous faisait un lien parce que toutes les 2 semaines, comme ça, je t'envoyais
et moi, je sais l'amour que tu as pour les autrices que tu défendais et autour desquelles on faisait ce podcast. Et du coup, j'avais cette exigence-là de me dire il fallait que ça soit. Enfin voilà, tu m'avais beaucoup parlé d'elles, donc ça m'aidait aussi moi à interpréter encore une fois leurs paroles parce que tu m'avais quand même. Les choses que tu m'avais dites sur chacune d'entre elles étaient quand même très, très, très fortes sur la personnalité que tu ressentais en les lisant, en les ayant rencontrées, en suivant leurs travaux. Et donc, j'avais envie d'être fidèle à ça, quoi. Et c'était génial de faire ça. J'ai adoré. La pirouette de Lorraine, qui, quand on parle d'elle, parle des autres. C'est bien l'incarnation de Lorraine. C'est une conclusion très juste, en fait. C'est ça. Bon, mais merci beaucoup, en tout cas. Vraiment, je suis comblée aux anges. Très bien. T'as plus peur, c'est bon? Non, ça y est, ça va. Je suis détendue. Bon, bisous à tous et puis une prochaine fois. Merci.